Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui fera l'introduction aux fonctions, donc au troisième chapitre de notre cours de mathématiques CST. Donc, sans plus tarder, lançons-nous et je vais vous présenter ici une petite table des matières de notre chapitre, donc pour prévoir un peu là, ce qu'on aura à faire au cours de ce chapitre-ci. La première étape va être de réviser donc beaucoup de concepts que vous avez vus en troisième secondaire. Si vous regardez dans votre document de notes, les pages 1 jusqu'à peut-être même 6 sont de la révision des concepts là, de troisième secondaire. Donc, on va revoir un peu les fonctions que vous avez vues en troisième secondaire. On va revoir aussi les propriétés des fonctions. Donc, toute la première partie de notre chapitre, ici, donc les pages 1 à 6, seront consacrées à la révision donc des concepts de troisième secondaire. Ensuite, nous allons découvrir deux nouvelles fonctions, donc qui sont la fonction escalier en escalier et la fonction périodique. Et vous allez voir que, donc pour commencer ce nouveau chapitre en quatrième secondaire, ces nouvelles fonctions, c'est pas terriblement compliqué. C'est beaucoup, dans le fond, d'être capable de lire des graphiques. Il n'y a pas beaucoup de calcul à faire. Donc, ça commence donc ce premier chapitre de fonctions, là, le troisième de l'année, en douceur. Donc, rendons-nous à la page 1 de notre document de notes où vous avez donc quelques petites définitions. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces définitions-là puisque vous les avez et le but ici, c'est simplement de rappeler donc des concepts que vous avez étudiés en troisième secondaire. Ce n'est pas des concepts pour lesquels il y aurait des questions nécessairement dans des examens là, sur, par exemple, ce que c'est une variable indépendante, une variable dépendante, mais c'est seulement du vocabulaire qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser, qui pourrait revenir dans des exercices, dans des évaluations. Donc, c'est pour ça que je prends quelques instants là, avec vous pour qu'on puisse le regarder. Donc, commençons par variable indépendante et dépendante. Dans chaque situation, on va étudier des relations entre des quantités mathématiques. On voudra déterminer donc quelle variable influence une autre, quelle variable est indépendante, quelle variable est dépendante. Et au-delà donc de différentes notions théoriques, je pense que la meilleure façon de comprendre tout ça, c'est avec un exemple. Donc, vous avez une petite case dans votre document de notes à la page 1 pour un exemple. Je vais vous poser ici une question. Vous n'êtes pas obligé de réécrire la question dans votre exemple, mais ce sera simplement d'écrire, dans le fond, quelle est dans cette situation la variable indépendante et la variable dépendante. Donc, on suppose que F gagne 15 pour chaque heure travaillée. Quel sera son salaire à la fin de la semaine? Donc, la question ici à se poser, c'est qu'est-ce qui influence quoi? Est-ce que c'est le salaire qui influence les heures travaillées ou c'est les heures travaillées qui influencent le salaire? Ben, c'est peut-être plus cette deuxième option. Donc, puisque les heures travaillées influencent le salaire, donc la variable indépendante ici serait les heures travaillées. Donc, et on associe généralement cette variable à X. Si on devait faire une formulation mathématique de cette phrase-là, ce serait les heures qui représenteraient X. Et le Y, donc, serait le salaire, ici, dans cette situation-là. Parfait. Donc, toujours bien important d'être capable là, de distinguer les deux quantités, variables indépendantes et dépendantes. Est-ce que ça aurait été grave si on avait inversé les deux? Est-ce que si on avait inversé le X, le Y? Pas nécessairement, mais c'est juste que généralement, on aime donc placer la variable indépendante en X, la variable dépendante en Y. Parfait. Autre définition également, donc variable discrète et continue. Encore une fois, j'insiste, c'est pas des définitions qu'il faut mémoriser par cœur, c'est pas des définitions qui seront dans un examen, c'est simplement des termes qui pourraient revenir dans un exercice ou un autre ou dans une question d'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on représente par variable discrète ou continue? Donc, la définition nous dit la quantité dont toutes les valeurs intermédiaires peuvent être énumérées, variable continue, quantité dont toutes les valeurs intermédiaires ne peuvent pas être énumérées. Dit comme ça, c'est peut-être pas super clair. Une autre façon de le voir,
Une variable continue, c'est une variable qui est infiniment divisible. Donc, qu'on peut diviser à l'infini, tandis que une variable discrète, donc une quantité qui est représentée par une variable discrète, donc ça serait donc une variable là, qui n'est pas, donc je vais mettre ici le symbole n'égale pas, infiniment divisible. Et bon, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire infiniment divisible? Encore une fois, je pense qu'un exemple va nous aider. Divisible, voilà. Oh, attendez, ça ressemble à un 5, ça. Je recommence, voilà. Donc, donnons des exemples pour que ce soit encore plus clair. Donc, une quantité qui serait infiniment divisible, ça pourrait être par exemple du temps. Donc, un exemple ici là, de quantité infiniment divisible du temps, puisque, donc, le temps, par exemple, je peux calculer en heures. Ensuite, je peux diviser ces heures-là en minutes. Je peux ensuite diviser ces minutes-là en secondes. Je peux ensuite diviser chacune de ces secondes en centièmes de seconde, millièmes de seconde, cent millièmes de seconde, milliardième de seconde. On pourrait diviser ça infiniment. Et donc, ça fonctionnerait parfaitement. Il n'y a pas de problème à dire. Voilà, j'ai mesuré un temps là, qui est de 1 centième de seconde. Ça se fait par exemple dans des courses, là, des courses de voiture ou des courses sportives. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il y a des quantités que ça ne fait pas vraiment de sens là, de diviser infiniment. Quel exemple pourrait-on donner? Ben, évidemment, le plus simple, ce serait des nombres de personnes, hein, bien sûr. Donc, si on compte des gens dans une classe, là, ici, je devrais écrire nombre de personnes ici pour être plus précis. Nombre de personnes. Voilà. Donc, si j'ai des nombres de personnes dans une classe, ben ça fonctionne pas de dire, ben j'ai, je sais pas moi, 3,8 personnes. Ça fonctionne pas. Une autre quantité qui ne peut pas être infiniment divisée, dans notre contexte à nous, ce serait de l'argent. On ne peut pas diviser de l'argent infiniment. Il y a des unités minimales. Donc, par exemple, là, en dollars, il y a les dollars et il y a les cents. Donc, on ne peut pas avoir plus petit qu'une cent. Certains pourraient dire que dans un compte en banque, on pourrait avoir une fraction de cent, peut-être, là, mais concrètement, en argent physique, c'est pas possible. Même que certains pourraient dire que maintenant, ça existe même plus les cents, ça serait un 5 sous, la plus petite unité. Mais peu importe, il y a une unité au-delà de laquelle on ne peut plus diviser, c'est physiquement impossible. Donc, on appellerait ça ici une variable discrète. Donc, encore une fois, j'insiste pour ces deux définitions-là, autant pour variable indépendante, dépendante ou variable discrète continue. Il n'y a pas lieu ici là, d'apprendre tout ça par cœur. C'est seulement des termes qui peuvent revenir et je voulais seulement faire une petite révision avec vous. Parfait. Excellent. Même chose ici pour la révision de ce que c'est une fonction. Donc, une fonction, c'est une relation mathématique où chaque variable indépendante, et n'oubliez pas, on peut associer les variables indépendantes à x, généralement, et va correspondre à une seule variable dépendante, c'est-à-dire à un seul y. Et donc, lorsque je regarde une relation, par exemple, qui est exprimée sous forme de graphique, je vais voir dans le graphique, est-ce qu'il n'y a qu'un seul y pour chaque x de la relation. Donc, pour chaque point dans le graphique, est-ce qu'il y a un seul y possible pour chaque x? Et on a 6 exemples au bas de la page 1 qu'on va regarder rapidement, donc afin de voir si c'est bel et bien donc une fonction ou pas. Donc, nous voici dans notre document de notes avec les 6 exemples de graphiques. Et donc, pour chacun, on veut savoir si ces exemples correspondent à
une fonction, si ces relations qui sont représentées correspondent à une fonction. Donc, l'idée, c'est d'observer, est-ce qu'il y a donc plus d'un y pour un point en x, donc n'importe où là, dans la relation, là, dans le graphique. Et il y a une méthode très, très simple qui peut nous permettre de voir ça. Et c'est donc la méthode de la droite verticale. Et c'est très facile à faire ça avec une règle. Si vous placez comme ça une règle à la verticale ici, et vous passez dans le fond de gauche à droite sur votre graphique. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a un endroit dans la relation où je peux tracer une droite qui touche à plus d'un point, donc dans le graphique. Et si je regarde mon premier exemple ici, bien évidemment, on a ici, par exemple, un endroit. Si je trace une droite ici, vous voyez qu'à cet endroit-là, ben, je touche ici, donc à ma droite. Donc, un point là, un point là. Donc, si j'ai plus d'un Y pour une même valeur de X, si je touche simultanément à deux endroits en Y, ce n'est pas une fonction. Donc, on va indiquer ici, non, pas une fonction. Continuons, deuxième exemple, même principe. Traçons la droite ici, donc verticale. Est-ce que j'ai des endroits où je peux tracer une droite verticale qui touche à plus d'un point? Bien, j'en ai plusieurs, évidemment. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je vais tracer ma droite. Donc, j'ai deux endroits en Y qui touchent à la courbe. Donc, ce n'est pas une fonction. Allons voir le troisième exemple. Ici, certains pourraient dire, oh mon Dieu, c'est pas une relation, ça. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de courbe. C'est pas grave. Des points comme ça, là, séparés dans un graphique, peuvent constituer une relation mathématique. Et donc, on va faire notre fameux test de la droite verticale. Donc, il y a un seul endroit où j'ai un problème, et c'est ici, donc, à 2 en X. Si je trace une droite verticale à cet endroit-là, vous voyez que je touche à 3 points simultanément en Y. Donc, même si j'ai un seul endroit dans mon graphique où, donc, je touche à plusieurs Y simultanément, ce n'est pas considéré comme une fonction. Allons voir notre exemple 4. Même principe. Est-ce qu'il y a un endroit où je touche simultanément plusieurs Y avec ma droite? La réponse, non. Donc, c'est une fonction. Donc, oui, c'est une fonction. Ça marche. Et donc, il n'y a pas de droite verticale qui va toucher plusieurs points en Y simultanément. J'attire votre attention quelques instants sur le fait que dans ce graphique, on a donc deux segments qui sont délimités par deux points. Donc, un point noir et un point blanc. Et bon, pour l'instant, c'est pas terriblement là, important de se rappeler, mais c'est des choses que vous avez vues ça l'année dernière. Peut-être de se rappeler, là, on va réutiliser ça un peu plus tard dans le chapitre. Donc, le point noir veut dire que c'est un point qu'on appelle fermé. Et ça veut dire qu'il est inclus dans la droite. Je vais mettre en parenthèse ici, inclus. Tandis que le point blanc, ben, c'est un point qu'on appelle ouvert. Et lui, il est exclu. Bon, si ces termes-là ne vous disent pas trop grand-chose, ça vous sonne pas de cloche, vous vous en rappelez pas trop, c'est pas grave. On va s'en reparler plus tard. Mais je voulais juste quand même là, attirer votre attention là-dessus pour signifier que éventuellement, on va avoir besoin de ces notions-là encore. Donc, les points noirs, points ouverts. Ça va être même assez important un peu plus tard dans notre chapitre. OK, allons-y avec le numéro 5. Est-ce que c'est une fonction ou pas? Donc, je regarde, je glisse la droite verticale. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a deux Y qui touchent simultanément à ma droite? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est une fonction. Et le dernier, le 6, même principe. Donc, je déplace ma droite ici comme ça. Au début, ça va, mais là, vous voyez ici, là, quand j'arrive aux alentours de 1 en X, eh bien là, je peux tracer une droite qui touche simultanément trois endroits, un ici, un là et un là. Donc, ce n'est pas une fonction. Il y a plusieurs Y pour un même X. Donc, voilà pour
savoir si une relation mathématique représentée sous forme de graphique est une fonction ou pas. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va réutiliser abondamment, peut-être là, ici et là, dans différents exercices, différents exemples. C'est des notions de troisième secondaire, mais je trouve important donc de prendre quelques instants pour revenir sur ces sujets. Parlons maintenant de la suite. La suite, c'est vous qui devrez la faire, donc vous aurez à compléter les exemples qui se trouvent à la page 2, 3 et 4. Il y en a 6 en tout. On va regarder ensemble ici ce qu'on a à la page 2 et on pourra peut-être compléter le premier ensemble. Donc, à la page 2, 3 et 4, vous avez 6 exemples à compléter. Bien important, je veux que vous complétiez la section exemple de votre document. Donc, toute la partie qui est à gauche, ici, c'est ici tout ça que je veux que vous complétiez. Et la section notes qui est à droite, c'est pas nécessaire de la compléter tout de suite. Là, moi, je vais mettre un X dessus. Mettez pas de X dessus pour l'instant parce qu'on va la compléter ensemble, mais lors d'un prochain cours. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire le nom du type de fonction, la règle générale de ce type de fonction. Ce n'est pas nécessaire. On le complétera ensemble en classe. Mais pour l'instant, donc, vous pouvez mettre ça de côté. Donc, qu'avez-vous à compléter dans les 6 exemples à la page 2, 3 et 4? Donc, chacun de ces 6 exemples parle d'une situation mathématique, une situation là, où on étudie, dans le fond, la relation entre deux paramètres, et on doit représenter, donc, la table de valeurs, le graphique, donc de la relation là, sous forme graphique, et la règle de la relation de la fonction. Et donc, on pourra compléter ensemble le premier exemple, là, qui est tout simple. On dit qu'on s'intéresse à la température extérieure en fonction de l'heure de la journée. La température s'est maintenue à 7 degrés, donc elle est restée constante à 7 degrés. Donc, première des choses qu'on pourrait faire ici, c'est identifier, dans le fond, les variables de la situation. Donc, qu'est-ce qui est indépendant, qu'est-ce qui est dépendant? Ben, l'heure de la journée va déterminer la température. La température dépend de l'heure. Donc, dans ce cas-ci, la température serait le Y, l'heure de la journée, le X. Et on dit que cette température a toujours été de 7 degrés Celsius. Donc, dans ma table de valeurs, ben, je peux simplement indiquer qu'à toute heure de la journée, la température s'est maintenue à 7 degrés. Toujours resté 7 ici. Et je peux transposer ça très simplement dans mon plan cartésien. Donc, tracer une droite horizontale ici à 7 degrés, puisqu'à toute heure de la journée, la température est constante et stable, donc à 7 degrés. Quelle est la règle de cette relation? Ben, d'abord, qu'est-ce que c'est une règle? Une règle, c'est une équation qui représente la relation. La règle va toujours commencer par Y est égal à quelque chose. Donc, comment je fais pour trouver le Y? Ben, dans cet exemple-ci, c'est super simple, évidemment. Comment je fais pour trouver le Y? C'est simple, le Y est toujours égal à 7. Donc, je vais indiquer seulement ici que Y, c'est 7. Il n'y a pas d'autres valeurs possibles. Évidemment, dans les autres situations, les autres exemples, vous aurez donc à compléter en fonction de comment on calcule le Y, parfois à partir du X, et il y a des fois des calculs un petit peu plus complexes qu'on peut faire ici pour trouver ça. Donc bref, l'objectif pour les autres exemples, c'est de compléter dans le fond exactement la même chose pour chacun. Et si on regarde rapidement, donc chaque exemple, donc vous voyez que dans le deuxième, vous avez ici la table des valeurs. Et donc, vous devrez compléter à partir de cette table des valeurs la règle de cette relation, de cette fonction, ainsi que le plan cartésien. Vous pouvez également définir vos variables, donc qu'est-ce qui est le X, qu'est-ce qui est le Y, donc à partir du texte là, qui est ici. Encore une fois, j'insiste, là, nom, type de fonction, règle générale, vous n'avez pas à compléter. Et c'est le même principe, donc, à la page 3, à la page 4, donc rapidement. À la page 3, vous avez une situation où vous avez la règle, donc vous devez trouver la table des valeurs et le plan cartésien. Pas nécessaire de compléter pour l'instant nom et type de fonction. On va pouvoir regarder ça ensemble en classe au prochain cours. Même chose ici, vous avez le plan cartésien qui vous est donné, donc trouvez la règle et la table des valeurs. Pas besoin de trouver
les éléments qui sont ici. On va les compléter au prochain cours. Et à la page 4, même principe. Donc, vous avez dans la première situation une information qui vous est donnée là, sous forme de texte. Donc, vous devez compléter table de valeurs, règles et plan cartésien. Pas nécessaire de compléter la section notes. Et le dernier exemple, vous avez le plan cartésien, il faut compléter la règle et la table de valeurs. Et ce n'est pas nécessaire non plus de compléter la section qui est ici. Donc voilà, avec toutes ces informations, je pense que vous êtes prêts à compléter les exemples. Nous ferons un retour, bien sûr, en classe au prochain cours. Donc sur ce, je vous dis bon travail.